Aujourd'hui, on peut dire que je conclus ma trilogie de l'espace. Je parle pas de Star Wars, je parle de ma théorie sur les espaces mentaux, physiques et aujourd'hui sociaux. Les espaces sociaux, l'espace social, c'est un sujet dont, en fait, il va continuer une petite partie que j'avais abordée sur l'espace physique en parlant des call-outs et des agressions et de comment on traitait ça collectivement. Là, c'était en référence au consentement, mais je vais essayer un peu d'intellectualiser, théoriser le truc. Donc au sommaire, on va définir ce que c'est que l'espace social, on va discuter des privilèges dans ces espaces, y compris sociaux, je vais raconter une histoire personnelle parce que sinon ça va saouler tout le monde tellement ça va être théorique, et on va ouvrir et conclure sur un espace où la magie est possible. Et je vais peut-être mettre une musique, mais j'ai aucune idée de laquelle pour l'instant. Всіх вокруг сопки покрыты мглой, от из-за туч блесну. Ok, alors, l'espace social, qu'est-ce que c'est? Je prends ma meilleure expression de Jamie pour faire ça. En fait, on pourrait parler d'espaces sociaux. Il y a les communautés, les groupes. Basiquement, quand je parle d'espace social, c'est un cadre de pensée pour réfléchir aux liens qu'on a entre nous. Tu peux aussi utiliser d'autres termes, hein, mais je choisis espace social parce que ça va avec les autres trucs. Basiquement, quand je parle d'espace social, c'est un espèce de millefeuille de liens entre les gens. C'est un cadre pour y réfléchir, en fait. Euh, et y réfléchir un peu en mettant ça en lien avec l'espace mental, l'espace physique et bientôt du coup les privilèges qui en font partie. C'est juste un cadre de pensée, tu peux trouver d'autres mots pour ça et juste l'utiliser ou pas. Et pour entrer dans le vif du sujet, il y a des espaces sociaux qui marchent dans le présent, dans le réel. Quand tu es dans une pièce avec les gens, il y a aussi des trucs en ligne, un groupe Facebook, Discord, etc. Il y a des liens solides parce que tu connais les gens. Il y a des gens un peu plus, il y a des liens un peu plus flous quand tu es obligé d'être avec quelqu'un dans un cadre professionnel ou scolaire par exemple. Il y a aussi des fois où tu es avec des inconnus, euh, mais il y a un lien immédiat qui se fait. Il y a des trucs abstraits, comment on se définit avec les gens, comment on imagine que les gens nous voient. Euh, des trucs intimes, il y a des espaces très grands, des espaces très petits qui impliquent des milliers de personnes comme simplement deux. Et ça interagit et se mélange avec d'autres espaces, c'est-à-dire l'espace mental et l'espace physique. Par exemple, il y a les amis de la soirée chez Mona, les copains du collectif, les trans du serveur Discord, et ça marche un peu, moi je trouve que ça marche un peu comme une discussion floue, dont on a chacun une version et une interprétation. Ça fonctionne comme par exemple une fête, on pourrait dire que c'est une espèce de suite de blagues, de petites discussions. Si c'était un roman, ça serait beaucoup de dialogue en fait. Euh, Alors que, par exemple, une relation avec un ami, ça serait plus comme une discussion longue, où les silences ont une très grande importance, qui devient intense, qui s'arrête, qui reprend comme si de rien n'était, une dispute, une pause, et on se retrouve, et on relit des vieux messages, et on se rappelle de pourquoi on parle, on redit les mêmes mots, mais cette fois, ça veut dire qu'on s'aime vraiment. Actuellement, toi qui m'écoutes, tu es dans un espace social que j'ai créé d'une certaine manière. On pourrait dire que c'est un espèce de faux espace social pour te donner cette impression qu'on est en train de discuter, alors que moi je suis en train de parler devant ma caméra. Bon, il y a Mona derrière, que du coup c'est plus facile à tourner, mais elle répond pas. Et toi non plus, tu vas pas répondre, sauf si tu mets un commentaire. S'il te plaît, mets un commentaire. Et ces faux espaces sociaux, les espaces créés et contrôlés par une personne pour plusieurs autres personnes, dans une forme de discussion qui va que dans un sens, si c'est une discussion, euh, c'est comme un espace social normal, mais faux. On appelle ça le parasocial. Souvent, la relation avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'influence que toi, c'est forcément une relation parasociale parce que, si tu veux, si lui dit un truc, toi tu dois vivre avec ce qu'il a dit, alors que Macron, tu vois, s'il dit un truc, on doit vivre avec ce qu'il a dit, alors que si toi tu détestes Macron, Macron il s'en fout, et ça lui va bien parce que beaucoup de gens le détestent. Bon, fin de l'aparté philo, tu comprends, c'est le moment de se mettre en colère. J'ai parlé de Macron, c'est tout, c'est cramé. Tu vois. Dans ces espaces, on va pas tous à la même vitesse. Il y a des privilèges, il y a des oppressions. L'espace social d'une réunion qui n'est pas accessible physiquement à certaines personnes, ça fait que ça crée tout de suite une différence de catégorie entre les personnes qui peuvent y accéder et les personnes qui ne peuvent pas. Et même si tu y arrives, si c'est plus difficile pour toi physiquement d'y être, si c'est plus difficile pour toi de supporter d'être physiquement avec des gens, voilà, tu appartiens à une catégorie qui est inférieure aux autres personnes qui sont là.
De la même manière que dans les espaces en ligne, il y a des personnes qui maîtrisent les outils pour aller en ligne, il y a des personnes qui ne le maîtrisent pas, il y a des personnes qui n'ont même pas accès à Internet. Et il y a aussi une exclusion classiste des pauvres quand les lieux sont payants ou qui sont toujours dans le centre-ville, quand on fait quelque chose. En fait, c'est super avantageux d'être valide sur le plan physique, mental, et d'avoir du fric et du privilège en général, c'est-à-dire d'être blanc ou et un homme, dans un espace social donné, parce qu'on rentre quasiment partout, on a une charge beaucoup moins lourde, et donc une plus grande facilité à socialiser, en prenant pas en compte l'expérience et le talent des gens, en prenant une généralité, il y a moins d'obstacles pour socialiser, et donc ça permet d'accumuler du capital social, ce qu'on pourrait traduire par de la fame, de la gloire, de l'influence, parce que sur cet espace social, si c'est une conversation et qu'on décide d'écrire notre histoire ensemble, parce que cette conversation va marquer le monde, et les personnes qui ont du privilège, elles peuvent contrôler cette conversation, elles peuvent décider de qui parle, elles peuvent décider de qui va être entendu, elles peuvent décider de quels mots vont être répétés, et donc influencer l'histoire qu'on raconte. Par exemple, si tu as beaucoup plus de capital social que les gens, que tu es très célèbre, les gens vont te défendre même s'ils ne te connaissent pas quand tu es accusé de viol, par exemple. Parce que les gens nouent des relations parasociales fortes avec les stars, et que cet attachement, il a une grande valeur intime pour les fans, mais que pour la star, simplement, c'est qu'un fan de plus, et chaque fan est un petit soldat qui sera payé en rien, en social comme ça. De la même manière qu'il y a beaucoup de pans de l'histoire qui sont de l'histoire qu'on apprend, qu'on retient, et même de l'histoire qu'on retient après l'histoire militante, etc., qui sont quand même écrits par les gens qui ont pu imposer leur présence. Les gens qui ont pu imposer leur nom, les gens qui ont pu être là longtemps, les gens qui ont pu s'assurer que les gens retiennent leur nom, et rester vivants pour raconter l'histoire ensuite. J'en reviens à ce que je disais dans l'autre vidéo, mais dans nos communautés, sur les réseaux sociaux, par les rumeurs, les espaces sociaux sont possiblement des espaces qui peuvent transporter des logiques de force et de vulnérabilité. La conversation peut prendre des tournants différents, et ça va se remarquer à deux choses, les choses dont on parle et celles dont on ne parle pas. Parce que pour que quelqu'un vive des violences sur le long terme, il faut qu'elle soit réduite au silence. Il faut lui imposer une manière de s'exprimer pour qu'elle ne puisse pas dire directement ce qu'elle est en train de vivre. C'est pour ça qu'on ne veut pas, dans notre société, des réunions en non-mixité des personnes racisées, parce qu'il y a cette culpabilité raciste, coloniale, qui fait que on ne veut pas écouter ce qu'elles ont à dire, parce qu'on sait ce qu'elles ont à dire, on sait qu'on fait de la merde, on sait que nos communautés sont anormalement blanches, que si on n'a que des potes blancs, en fait on protège aussi notre innocence, notre prétendue innocence, et donc la violence raciste devient très facile à ignorer. Et au contraire, on peut pas vraiment avoir des amitiés avec des personnes qui vivent le racisme si on les ignore. Et donc, quand on en a, on est forcé de ne pas les ignorer. Et si ces personnes parlent sans changer de vocabulaire, sans prendre en compte notre sensibilité de blanc, mais au contraire parlent de leur vulnérabilité et brisent le silence sur leur oppression, ça devient dur de se regarder en face et d'expliquer pourquoi on veut contrôler la conversation. Il y a une gêne. Mais cette gêne, elle fait évoluer les choses. Elle peut faire changer les choses. C'est une conversation à laquelle il faut assister pour qu'on avance. Et avec les réseaux sociaux, il y a un grand pas en avant de la destruction du silence. Il y a une grande prise de parole collective sur énormément de sujets. Il y a des types qui disent qu'on ne peut plus rien dire en réaction à ça. Il y a les éditorialistes qui sont là à passer sur toutes les télés pour dire voilà qu'on ne peut rien dire. Mais si les mecs blancs friqués peuvent plus rien dire, c'est parce qu'ils ont peur qu'on leur réponde. Nous, si on pouvait rien dire, nous, la marge, j'entends, c'est parce qu'on se faisait tuer. Il y a 40 ans, une meuf trans, c'était en tôle, à l'asile, à coups d'électrochoc. On nous laissait crever du sida aussi, sans rien dire, comme si la maladie n'existait pas, qu'elle allait partir toute seule en emportant avec elle ses sales trans, ses sales gays, ses sales... Il y a 40 ans, il n'y avait pas BLM non plus, il n'y avait pas MeToo, il y avait des tentatives de faire des choses, mais les flics tués et les hommes violés, globalement dans le silence. Et ils étaient protégés par ce silence. Comme disait Act Up, le silence c'est la mort. C'est pour ça qu'il faut les avoir, ces conversations difficiles. Il faut entendre et prendre acte de ce que les personnes racisées ont à dire, au lieu de retweeter celles qui disent des trucs qui vont dans notre sens. Là on est sur l'actu brûlante. Il faut que les mecs entendent les meufs et répètent à leurs potes, plutôt que de défendre leurs potes devant les meufs. Toutefois, il y a une forme récente de prise de parole qui contient une logique de force, comme j'en parlais avant dans ma vidéo sur l'espace physique.
c'est normal d'avoir besoin de force quand on défend sa vie. C'est normal d'avoir besoin d'une capacité de détruire, une capacité de produire de la violence quand on défend sa vie. C'est normal de balancer des menaces et de faire intervenir le public quand on se bat tout un milieu. Et puisque je parle du call-out, je vais dire tout de suite que c'est une forme légitime d'autodéfense. Il faut soutenir les victimes, d'autant plus quand elles se battent contre des personnes puissantes qui peuvent contrôler tout un espace social de la main de leur grand capital financier et social. Mais mon souci, c'est qu'il y a des fois où le call-out, c'est pas une solution. Il y a des fois où les logiques de force que ça contient peuvent être utilisées pour contrôler les gens qui sont sensibles. D'ailleurs, c'est une stratégie fréquente des entreprises et de l'extrême droite de surfer sur les scandales. Et à force, je trouve que ça commence à ressembler à un moyen de contrôle du potentiel révolutionnaire que les personnes marginales qui font généralement ces prises de parole, qui ont inventé et développé ces méthodes, ont quoi. C'est-à-dire puisqu'on est une génération d'indignés, on va nous gaver de scandales sur lesquels on n'a aucune prise pour nous faire oublier ce que nous, on peut changer. Et on peut le faire changer parce que, du coup, quand on impose notre rythme, on fait changer les choses. Et donc on nous impose un rythme, du coup, différent pour nous épuiser, au point qu'on ne puisse plus rien changer. Il faut voir la gueule de nos conversations, de l'effet que ça a sur nos communautés. Tout le monde est bloqué par tout le monde, il faut éviter que machin croise truc, et tout le monde reste dans la merde. Il y a aussi un problème dont on ne parle pas, c'est que malgré ce que ça peut donner comme impression, et ce que disent les fachos, parce qu'ils ont toujours des conneries à dire, c'est pas avantageux d'être une victime, en fait, dans ce truc-là. Il faut quand même se rappeler que l'oppression, c'est l'oppression, que pouvoir parler, c'est pas un capital social très efficace, hein, d'être connu comme étant une victime. Moi, je préfère être connu parce qu'on a vu mes films plutôt que d'être connu parce que j'ai vécu des trucs violents. Donc là, je vais raconter ma vie. J'adore la meilleure transition. À un moment dans ma relation toxique précédente, je me suis fait agresser physiquement. Sauter à la gorge, j'ai senti que ma vie se terminerait si je me défendais pas. Donc je me suis défendu physiquement. Quand mon ex s'est éloigné, j'ai pris tous les couteaux de la maison et je les ai planqués dans mon tiroir. Je me suis barricadé dans ma chambre. Et c'était pas la première fois qu'un truc comme ça se passait, c'était juste la première fois que c'était aussi violent. Mon ex a fait genre je regrette, je suis triste, machin, et je me suis fait retourner le cerveau. Ce qui fait que, en plus, comme j'étais épuisé tout le temps et flingué dans ma tête, j'ai fini par aller dire à ma meilleure pote que je gérais que c'était pas grave. Je suis allé dire au collectif Friction qui organisait des soirées qu'il fallait pas exclure mon ex, que ça allait. Il y avait une part de moi, extérieure, qui présentait bien, qui disait qu'on allait régler le problème, que... Tout va bien ? Ok. Il y avait une part de moi extérieure qui présentait bien, qui disait qu'on allait régler le problème, et une part de moi qui hurlait à l'intérieur, mais pourquoi tu m'as fait ça en fait ? Pourquoi tu m'étrangles ? Pourquoi moi en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter qu'on me traite comme ça ? Ma vie et mon histoire n'étaient pas vraiment à moi. J'étais le pion de mon ex parce qu'elle m'avait convaincu que tous les gens, tous mes amis, tous les gens que je connaissais, me traitaient moi comme un pion. C'est-à-dire que ça projetait cette histoire, l'histoire qui était vraiment en train de se passer, la personne qui m'oppressait était en train de la projeter sur tous les autres parce qu'elle avait plus de capital que moi, et capital social que moi, et je voyais mes amis comme étant des personnes belliqueuses qui voulaient virer mon ex parce qu'ils étaient jaloux ou pour d'autres raisons encore plus flinguées. Je voulais m'en sortir de cette vie horrible, mais je voulais pas qu'on me sauve. Je voulais pas dire que je contrôlais pas ma vie, je voulais pas être une victime, je voulais pas non plus partir de Montpellier, je voulais pas perdre mon appart, je voulais pas que tout le monde raconte des trucs dans mon dos, me regarde avec pitié. Mais voilà, quelques mois plus tard, c'est ce qui s'est passé, parce que c'est ce qui allait se passer de toute façon. J'ai dû me barrer, m'enfuir, dans des conditions encore plus mauvaises, avec encore moins d'argent, sans job, parce que mon instinct de survie m'a hurlé à ce moment-là que si c'était pas maintenant, j'allais crever en fait. Mais me voilà aujourd'hui à raconter mon histoire. Je suis encore là. Et c'est parce que des gens m'ont aidé et que j'ai tenu bon. Il y a des personnes qui se sont souciées de moi, et certaines parlent encore à mon ex. Et je tiens pour elle à ce qu'elle sache ce que ça implique, mais moi en soi, ça me pose pas de problème. Je crois pas que ça m'aurait aidé qu'on harcèle mon ex sur Twitter. Je pense au contraire que j'aurais pu recevoir justement une espèce de contre-coup de cette violence sur moi, et que j'aurais dû encore plus m'épuiser à prendre soin de mon ex, que je faisais déjà tout le temps. Et je pense aussi que la souffrance de mon ex, même maintenant, elle aura aucun effet positif sur ma vie. Je vais bien. J'ai pas besoin de me venger. Je ressens pas de plaisir à voir quelqu'un souffrir. En vérité, ce qui m'aide, c'est de pouvoir parler, d'être écouté, d'écouter les gens, de me sentir utile parce que je peux aider d'autres personnes, avec mes vidéos par exemple. Ça me mène à dire que je pense que
Dans nos espaces sociaux, le problème qu'on rencontre maintenant, c'est pas qu'on n'est pas assez violent avec les violents. Je pense que quand on nous rend violents en nous donnant des histoires pour nous énerver, c'est aussi une manière de nous réduire au silence. C'est une manière de nous prendre la tête pour qu'on balance toute notre énergie sur quelque chose sur lequel ça sert à rien, et aussi pour nous entraîner à fonctionner avec des mécanismes de violence. Alors que si on est sur les réseaux, si on grandit et qu'on développe nos pensées sur ces réseaux, c'est d'abord parce qu'on réagit à une violence. Notamment les personnes trans. Nous, si on s'est barré des réseaux, si on s'est barré sur les réseaux, c'était pas pour harceler des gens, c'est parce qu'on ne pouvait pas rester dans la vraie vie tellement les gens étaient violents avec nous. Donc quand on nous rend violents, c'est qu'on nous a contrôlés en fait, c'est qu'on est en train de nous reprendre notre narratif. Et il y a certaines choses, quand l'ambiance, l'espace social est pollué de ces logiques de force, on ne peut plus les dire parce qu'elles ne peuvent pas être criées, elles ne peuvent pas être lancées à la gueule, il faut les murmurer d'abord. Et notre puissance, c'est pas d'être ceux qui gueulent le plus fort, c'est pas d'être celles qui ont en fait, c'est d'être celles qui ont le plus à dire. On a le plus à dire, mais ça se dira pas en gueulant. Et si on peut changer les choses, c'est en s'écoutant. Le silence nous enferme parce que nos histoires révèlent la vraie nature du pouvoir. C'est une accumulation de souffrances enfermées dans le silence. Mais il y a des espaces qui sont vides de pouvoir. Pas éternellement, j'en ai déjà parlé de comment ces logiques peuvent contaminer n'importe quel espace, et aucun des miens ne fait exception à ce potentiel-là. C'est pas grave, on va voir. L'espace dont je voulais te parler, j'en parle souvent avec poésie, c'est un espace social qui est à moi, mais aussi à d'autres personnes, et je l'appelle la forêt. Tu peux aussi avoir le tien. Dans ma forêt, il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de hiérarchie, il y a des arbres. Et les arbres, ils ne grandissent pas en se marchant les uns sur les autres. Ils grandissent les uns à côté des autres. Et les louves peuvent se cacher dans la forêt. C'est aussi un espace pour les gens qui n'arrivent pas à parler bien. Pour les gens qui se sentent déshumanisés. Dans la forêt, on peut pleurer, on peut saigner, on peut parler de ce qui nous fait mal parce que les arbres ne le répéteront pas. Dans la forêt, il n'y a pas de code fixe. Si tu pars dans une direction, que tu trouves quelque chose qui t'intéresse et que les gens te suivent, ça crée un chemin. La forêt fait peur parce qu'on n'y contrôle rien, mais dans la forêt, la violence n'existe que pour survivre. Elle n'est pas un but en soi et s'éteint assez rapidement. Je trouve ça plus rassurant qu'une civilisation qui se construit sur des violences. Et avant les humains, le monde était couvert de forêts. Voilà, c'est tout.